Bonjour, nous recevons aujourd'hui pour vous M. Alain Kapotiti. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignant et président directeur général du groupe scolaire CERCO. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui du système éducatif dans les pays africains francophones. Docteur Alain Kapotiti, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Alain Kapotiti, on sait que vous êtes un enseignant et vous faites beaucoup de recherches sur le système éducatif dans les pays africains francophones. Quel bilan, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui du système éducatif des pays africains francophones depuis les indépendances à nos jours? Il faut dire que c'est vrai que la plupart des pays africains ont créé les universités après les indépendances, notamment dans les années 60-70. Et à cette époque-là, on avait besoin d'une main-d'œuvre pour répondre en fait à la reprise des activités une fois que les colons sont partis. Et bien entendu, on n'avait pas une forte demande de la formation supérieure. Et donc, on pouvait assurer une certaine qualité de formation pour répondre aux besoins de l'administration. Mais avec les politiques qui ont été menées, notamment dans les années 90 pour l'éducation pour tous, on a observé donc qu'il y a une massification des effectifs d'abord au primaire, notamment pour les réformes donc liées aux OMD, aux objectifs millénaires pour le développement. Et avec l'amélioration du taux brut de scolarisation au niveau primaire ou secondaire, on a vu automatiquement donc qu'il y a une demande de plus en plus croissante d'accès à l'enseignement supérieur. Et ça aujourd'hui pose des problèmes parce que les formations que les étudiants choisissent, en fait, sont des formations qui sont des formations dites traditionnelles, notamment des formations qui sont pas forcément en adéquation avec les besoins donc des entreprises. Et aujourd'hui, il n'est pas rare en fait donc de trouver des étudiants qui finissent leur formation et qui n'ont pas d'emploi. Et parallèlement, on a des formations donc qui devraient permettre donc aux économies africaines donc de pouvoir, en tout cas, avoir une dynamique donnée qui ne sont pas en fait prises en compte. Donc, on a aussi des problématiques donc de gestion de l'université avec une faible absorption donc des diplômés, on en a parlé, mais en même temps, la forte demande donc au niveau de l'enseignement supérieur fait qu'on n'a pas autant de salles pour accueillir les étudiants, le corps enseignant est vieillissant et vous avez peu de matériel en fait pour soutenir une formation de qualité au niveau des étudiants. Oui, alors dans ces conditions, les universités africaines, surtout les universités publiques, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, telles que ces universités fonctionnent, elles sont en mesure de relever le défi de la qualité? En fait, on n'a pas fait une distinction claire, une sélection claire pour dire est-ce que c'est tous les étudiants qui aujourd'hui ont le baccalauréat dans nos universités qui doivent avoir accès à l'université. Ok, on a la plupart des pays, les 21 pays francophones d'Afrique subsaharienne, ont choisi un modèle qui est calqué sur la France où une fois que vous avez vous avez le baccalauréat, vous accédez à l'université publique. Voilà. Alors que en réalité, d'abord, nos universités ne sont pas dimensionnées pour pouvoir donc accueillir autant de monde, surtout que il y a une massification, une explosion des effectifs. Et en même temps, les formations ne sont pas orientées, les filières ne sont pas orientées vers les filières porteuses pour le développement. Et donc, normalement, donc dans nos pays, on devrait arriver à un système où, selon les pôles du développement donc du pays, selon les grandes orientations du pays, l'État, en fait, compte tenu de sa politique, donc dit j'ai besoin à long terme, sur le court, le long terme, compte tenu des bassins de l'emploi, j'ai besoin de 10 informaticiens, de 1000 chercheurs dans tel domaine, de 1000 économistes, etc. et tout, et oriente les étudiants, du moins, qui doivent être formés vers ces filières porteuses. Oui. Alors, est-ce que c'est cela qui est à la base du système LMD aujourd'hui que l'on voit un peu partout? Il faut dire que le système classique dans lequel nous étions, effectivement, donc, ne met pas l'accent sur la compétence. C'est beaucoup plus la connaissance de l'étudiant qui était privilégiée. Et il est normal que nous puissions évoluer vers un système qui prend en compte les savoir-faire au lieu donc de savoir donc de l'étudiant uniquement. Mais en même temps, il faut qu'il y ait de la mobilité. Donc le LMD est venu un peu pour résoudre non seulement les problématiques liées à la mobilité, nos étudiants voyagent et doivent aller sur d'autres continents. En dehors de ça, il y a la formation tout au long de la vie. On peut acquérir donc une compétence donnée, on peut être formé, sortir du système et revenir avec des passerelles qui sont créées. Donc de mon point de vue, je pense que le système LMD qui vise vraiment
une harmonisation en fait des niveaux de formation, mais dans tous les pays. Hein. Et la mobilité des étudiants est une bonne chose. Et je pense que si les pays l'ont adopté, hein, c'est que il est devenu aujourd'hui important que les compétences soient privilégiées et que l'étudiant soit valorisé, même si forcément il n'a pas un cursus linéaire comme le prenait avant l'ancien système. Alors, une migration du système éducatif francophone vers le système LMD, qui est un système anglophone, est-ce que ce n'est pas un aveu de l'échec du système éducatif francophone? Bon, de mon point de vue, dans l'approche en fait donc qui privilégie la connaissance, oui, on peut dire que ce qui est important en fait pour un jeune qui est formé, il faut plutôt le savoir-faire en action. Et donc la compétence est importante. Maintenant, est-ce que l'ancien système avait ses forces aussi. Il est important aujourd'hui qu'on puisse voir comment cette migration peut être après porteuse donc de bien-être pour les étudiants qui sortent. Vous savez que nous sommes dans un système aujourd'hui où le nombre d'étudiants dans toutes les universités de tous les pays pratiquement double tous les 5 ans. Et ce qui pose donc un problème non seulement de leur formation, mais aussi de leur insertion professionnelle. Donc, il est important que les États vraiment anticipent pour créer un avenir meilleur à ces jeunes étudiants qui sortent. Dans votre dernier ouvrage intitulé « Quelle université pour quelle Afrique ?», vous aviez parlé de l'atout que représente la jeunesse africaine qui risque d'ici 2050 d'être très nombreuse sur le continent africain. Vous aviez dit donc que c'est un atout pour le continent africain. Alors que ailleurs, d'autres politiciens voient cette jeunesse comme une menace. Je vais donner l'exemple du printemps arabe. Nous avons aussi le cas du Burkina que nous avons connu. La jeunesse désœuvrée, un danger. Alors pourquoi est-ce que vous pensez, pourquoi vous parlez d'un atout pour le continent africain? C'est un atout simplement parce que lorsque vous avez une force valable, hein, donc parce que elle a des compétences, hein, parce que quand même c'est des jeunes qui ont entre 15 et 59 ans, donc qui sont capables de pouvoir soutenir l'économie. Et il est important de leur donner une bonne formation parce que bien formé, ça d'abord c'est une masse qui va pouvoir consommer, ok, et aussi qui pourra être utile pour l'économie mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la plupart des autres continents, sur les autres continents, il y a un vieillissement de la population. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse voir que de nouvelles usines vont venir dans nos pays, tout simplement parce que la main-d'œuvre vieillissante dans les autres pays, fera que elle va devenir plus chère, puisque plus rare. Et donc la plupart des pays vont exporter leurs usines. Et il est important que nous puissions du moins intégrer cette logique-là, que l'Afrique peut être le nouveau, en tout cas, le nouveau terrain où le développement du moins va pouvoir se faire. Maintenant, il est important que la formation de qualité accompagne. Maintenant, si les jeunes n'ont pas en face effectivement du moins une politique économique qui puisse les soutenir, une formation de qualité et un lendemain du moins ce qu'ils espèrent meilleur, effectivement il va de soi que parce qu'ils ont un diplôme qui n'est pas de qualité du moins sans main, qu'ils le revendiquent. Et donc ils ont des capacités de mobilisation qui ne sont plus par les chaînes de télévision ni par la radio, mais ils ont des capacités de regroupement sur internet, via les réseaux sociaux, etc. Et ça peut être vraiment dommageable pour les régimes politiques. Vous êtes le président directeur général d'un groupe, un groupe scolaire dénommé CERCO, qui est présent sur le continent africain, même en Europe. Est-ce que c'est ce que vous faites au niveau de votre groupe aujourd'hui? Bon, il faut dire que nous essayons de faire, mais je peux vous dire que cette année, par exemple, on a évolué vers un nouveau concept de l'école-usine incubateur. C'est-à-dire qu'on a vu que les formations que nous donnions avant, qui effectivement sont des formations, de bonnes formations, de bonnes factures, ne donnent pas forcément la possibilité à nos jeunes diplômés de pouvoir avoir un emploi à la fin. 15% seulement d'entre eux arrivent à créer une entreprise, et même si beaucoup d'entre eux sont après insérés. Et donc, changer de paradigme pour nous suppose que la formation doit être accompagnée par un incubateur d'entreprise, de manière à accompagner le jeune diplômé dans sa quête non seulement de recherche d'emploi, mais dans sa quête aussi de création d'activités génératrices de revenus pour lui-même, mais également pour pouvoir être utile moins à la communauté et utiliser donc d'autres personnes. Enfin, l'usine, pour pouvoir casser un peu le mythe donc que en réalité l'école ne doit que rester donc dans sa tour d'ivoire et ouvrir l'école en réalité au monde économique. Donc pour nous,
c'est important que l'école s'ouvre à la communauté et soit utile, du moins aux autres. C'est pourquoi on a fait évoluer le groupe. Et dans toutes nos écoles, maintenant, on a évolué vers ce concept-là, école, usine, incubateur. Oui, mais est-ce que vous pensez que les universités privées aujourd'hui sur le continent africain arrivent réellement à remplir cette mission? Pas encore, mais on fabrique en fait du sous-emploi sans le savoir, on fabrique du chômage sans le savoir. Parce donc les États n'ont rien fait en privatisant une partie de l'enseignement supérieur alors? En fait, c'est pas le rôle si tant, en fait, il faut se dire que le secteur privé arrive à faire beaucoup de choses. Ok, d'abord, nous offrons des formations qui sont dans les filières porteuses, qui demandent beaucoup d'investissement. Mais il faut aller au-delà. Il faut se dire que lorsque en télécommunication, vous avez 100, étudiants qui se présentent pour se faire former, et que vous n'avez en fait que le bassin de l'emploi qui peut consommer 50, si vous en formez plus, vous créez du sous-emploi, vous créez du chômage. Maintenant, quand vous regardez un peu le tissu économique, ça ne se développe pas non plus. C'est-à-dire que il va falloir, si vous formez 70 au lieu de 50, il va falloir que vous amenez les étudiants à créer, être eux-mêmes porteurs d'emploi pour eux-mêmes. D'où l'idée de l'entrepreneuriat. C'est pas que forcément parce que l'économie en fait n'a besoin que de 50, que l'économie est limitée à ça. Il faut pouvoir dire, on peut aussi, par des startups, créer de nouvelles activités. Tout à fait. Et là, c'est l'innovation, la créativité, et on insiste aujourd'hui beaucoup sur ça à travers donc les accélérateurs et les incubateurs qu'on a mis en place. Oui, donc vous limitez seulement donc à inciter les étudiants à s'auto-employer, si je comprends bien. Et à les accompagner. C'est-à-dire que Serco, le groupe Serco s'est endetté vis-à-vis de la BOAD et tout aujourd'hui, et nous avons aujourd'hui des ressources, pour pouvoir accompagner nos étudiants. Il faut dire déjà que qu'ils soient en licence et en master, un grand accent est mis sur l'entrepreneuriat, l'innovation, la créativité, parce qu'il ne savait pas juste de faire l'import-export, mais il est question aujourd'hui que le jeune puisse observer dans son environnement un besoin auquel il va apporter une réponse en termes de produits, de services, de procédés, etc. Et donc, mais on a observé que même si beaucoup d'entre eux arrivent à créer quelque chose quand ils sont en classe, dès lors qu'ils ont le diplôme en main, ils veulent être. Donc, il faut un accompagnement pour que la petite idée qui est embryonnaire qu'ils ont à leur niveau puisse être encadrée. Et les États, en fait, n'ont pas créé suffisamment d'espace pour ça. Donc, il n'y a pas, de fonds d'investissement pour encourager les jeunes. C'est pourquoi les écoles sont obligées de faire ce travail à la place de l'État. Sinon, si c'est dans les États, du moins, qui comprennent l'enjeu, donc, de la jeunesse, il faut prendre ces groupes, en fait, d'étudiants, donc, qui sortent et leur dire, vous êtes porteurs d'espérance pour le pays, pour notre continent, et les accompagner pour ça. Monsieur Alain Kapotidji, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin, un mot à l'endroit des jeunes aujourd'hui qui aspirent à être vraiment les porteurs de l'espoir africain? Je vais dire aux jeunes donc qui sortent que c'est vrai que l'avenir semble incertain, mais je pense que il n'y a que d'idées d'entreprise, de problèmes, de projets du moins d'entreprise du moins que lorsqu'il y a des problèmes quelque part. Et donc une bonne idée répond à un besoin, donc à une insatisfaction, à un problème, à un manque. Et donc il y a tout à fait en Afrique. Il faut qu'ils cessent donc de penser que c'est en Europe qu'ils doivent aller bâtir leur avenir. Même s'ils vont se former là-bas, il faut qu'ils reviennent parce que c'est ensemble, avec tout le monde, que nous aurons à construire notre continent. Personne ne viendra de moins construire l'Afrique à notre place. Voilà, merci Alain Kapotidji. Madame, monsieur, c'était Alain Kapotidji. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est le président du groupe scolaire Serco. Merci de nous avoir suivis. Merci.